Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Bonjour, alors je vous accueille aujourd'hui pour un épisode un peu particulier puisque c'est moi seule qui vais parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet sur lequel j'ai énormément de questions en séance, c'est le sujet de la date de terme. On me demande souvent comment on calcule une date de terme, pourquoi la date de terme a été recalculée en cours de grossesse, pourquoi si on fait un rendez-vous en France et un autre au Sénégal, on n'a pas forcément la même date de terme, qu'est-ce qui se passe si on dépasse sa date de terme. Donc c'est des questionnements qui reviennent très souvent et c'est pour ça que je voulais faire un épisode un peu pour justement comprendre qu'est-ce qu'une date de terme, comment on calcule cette date de terme et qu'est-ce qui se passe si on approche ou qu'on dépasse cette fameuse date de terme. Vous êtes prêts? Alors, Nanu Tambali. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors d'une grossesse, on parle de semaine d'aménorrhée, ou SA, et de semaine de grossesse, ou SG. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les semaines d'aménorrhée sont comptabilisées à partir de la date des dernières règles, alors que les semaines de grossesse sont comptabilisées à partir de la date de conception, donc la date de démarrage présumé de la grossesse. Et en général, on détermine la date de conception en prenant le premier jour du dernier cycle menstruel et en ajoutant 14 jours. Pourquoi 14 jours? Parce que les règles arrivent toujours 14 jours après l'ovulation. Donc pour les femmes qui ont un cycle de 28 jours, l'ovulation arrive également 14 jours après le début des règles, puisque 14 plus 14 égale 28, un cycle complet. Mais pour les femmes qui ont un cycle un peu plus court ou un peu plus long, il se peut très bien que l'ovulation se produise 12, 15 ou 17 jours après les dernières règles et non 14. Donc, mesdames, si la date de conception estimée par votre médecin correspond à un jour où votre mari n'était pas là, pas de panique, il y a bien une marge d'erreur. Maintenant, si vous connaissez la durée moyenne de votre cycle, si vous avez senti votre ovulation, ou si vous connaissez la date du fameux rapport fécondant, vous pouvez en informer votre médecin, votre sage-femme, votre praticien qui vous suit et qui pourra l'utiliser pour affiner son estimation. En revanche, si vous ne suivez pas votre cycle ou que vous avez des règles irrégulières, sachez que ce n'est pas non plus très grave, puisque lors de l'échographie dite de datation, qui est réalisée au cours du premier trimestre, le médecin va évaluer la croissance du bébé en la comparant avec une courbe de référence, ce qui va permettre d'estimer plus précisément la date de démarrage présumée de la grossesse. C'est pour ça que parfois, entre la première consultation et la première échographie, il y a un recalcul de la date de terme qui est faite en fonction des mesures du bébé. Et une fois qu'on connaît la date des dernières règles ou la date de conception, comment estime-t-on la fameuse date de terme? Eh bien, on va compter les semaines. Par exemple, au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire ou ailleurs, on compte 40 semaines à partir du premier jour du dernier cycle menstruel. On estime donc que l'accouchement aura lieu au terme de 40 semaines d'aménorrhée, soit 40 semaines sans voir ses règles, ce qui correspond à 38 semaines de grossesse. Mais en France, on va définir le terme à 41 semaines d'aménorrhée, soit 39 semaines de grossesse. Donc vous voyez que selon le pays, également selon le praticien, votre date de terme ne sera pas exactement calculée de la même façon. Ce qui prouve que parler de date de terme n'est pas forcément la meilleure approche. D'autant qu'on estime que seulement 4% des femmes accouchent vraiment le jour de la date prévue. Donc ce qui serait plus pertinent, c'est de parler de période probable d'accouchement. Période comprise entre la 39e et la 41e semaine d'aménorrhée. Puisque statistiquement, c'est lors de cette fenêtre de 3 semaines que la majorité des femmes accouchent. Par exemple, en France, en 2021,
70% des femmes ont accouché entre la 39e, la 40e et la 41e semaine d'aménorrhée. Et si on compte à partir de la 37e semaine, soit le moment où le bébé sort de la zone de prématurité, on monte à 91% d'accouchement. J'aurais beaucoup aimé trouver les mêmes statistiques pour le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, c'est assez difficile de trouver des données qualifiées pour cette zone. Maintenant, s'il y a des statisticiens ou des data analystes dans les auditeurs et que vous avez des données à me partager, je suis vraiment preneuse. Mais en tout cas, ces statistiques nous prouvent deux choses. C'est que, premièrement, ce n'est pas parce que votre bébé n'est plus considéré comme prématuré qu'il est à terme. Vous n'êtes pas censé accoucher à 37 SA. Simplement, si votre bébé naît après cette date, il évitera probablement la néonate. Mais pour qu'il soit vraiment mûr, il faut attendre encore un peu. Et deuxièmement, ne vous focalisez pas sur votre date de terme. Considérez plutôt que vous allez très probablement accoucher entre 39 et 41 SA, soit entre 37 et 39 semaines de grossesse. D'où l'intérêt de préparer sa valise de maternité environ 3 semaines avant votre date d'accouchement présumée, pour parer à toute éventualité. Et alors l'autre grande question, c'est que faire si on approche de sa date de terme ou qu'on la dépasse? La première chose à faire selon moi, c'est de discuter avec votre gynécologue, votre sage-femme. Il est important de comprendre quelle est leur vision des choses, quelle est leur flexibilité par rapport à cette date de terme. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le fait de laisser aller la grossesse jusqu'à 41, voire 42 semaines d'aménorrhée, ou est-ce qu'ils ont l'habitude d'intervenir avant? C'est une question qui est importante, parce que si on en revient aux statistiques évoquées tout à l'heure, 17% des femmes ont accouché à la 41e semaine. C'est donc relativement courant. Mais si vous êtes face à un praticien, une praticienne, qui considère qu'une femme enceinte doit impérativement avoir accouché à 40 semaines, ça risque de mettre une certaine pression sur votre fin de grossesse. Donc c'est une discussion importante à avoir avec votre médecin, votre sage-femme, pour comprendre à partir de quand il pense judicieux d'intervenir pour mettre en route l'accouchement et comment. Quels sont les critères qu'ils prennent en compte? Est-ce qu'ils ont plus tendance à proposer un déclenchement? Si oui, lequel? Ou est-ce qu'ils vont préconiser de programmer une césarienne? Pourquoi? C'est important de comprendre l'approche de l'équipe qui vous suit pour évaluer vos options et prendre des décisions qui soient vraiment éclairées et pas contraintes ou prises à contre-cœur. Et que vous sachiez vraiment de quoi il retourne. Parce que, in fine, les deux grandes questions qui vont être considérées pour décider s'il est préférable d'intervenir et de déclencher un accouchement ou non. C'est: est-ce que la maman va bien? Est-ce que le bébé va bien? Parce que le principal risque d'une grossesse prolongée, et on considère qu'il y a vraiment une grossesse, un dépassement de terme au-delà de 42 semaines d'aménorrhée, et non pas 40, le principal risque c'est que le placenta ne remplisse plus correctement son rôle et que cela impacte la santé du bébé. Donc, on va être particulièrement vigilant pour suivre l'état de santé du bébé. Et pour ça, on va considérer plusieurs critères. En général, on va surveiller la fréquence cardiaque, les mouvements respiratoires du bébé et le niveau de liquide amniotique. Donc, passé 40 ou 41 semaines d'aménorrhée, on peut demander à la mère de venir à l'hôpital toutes les 48 heures, par exemple, pour prendre ses mesures et vérifier jour après jour que tout est OK. Il est également important de surveiller le nombre de mouvements du bébé et leur tonicité. Et la personne qui est la mieux placée pour ça, c'est la maman. Parce que c'est la seule personne qui est au contact du bébé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors en tant que maman, si vous avez un doute sur l'activité de votre bébé, commencez par vous allonger, mangez de la glace ou quelque chose de sucré, concentrez-vous sur les mouvements. Si vous comptez au moins 6 mouvements sur une tranche de 2 heures, c'est plutôt rassurant. Mais si le doute persiste, si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, faites confiance à votre instinct et rendez-vous à l'hôpital pour faire un bilan. Et sachez qu'il existe aussi des applications qui vous permettent de suivre les mouvements de votre bébé durant le 3e trimestre. Bien entendu, et comme tout au long de la grossesse, on va s'intéresser aussi à l'état de santé de la mère. On va surveiller entre autres les maux de tête, les douleurs, la tension, le niveau de protéines dans les urines. Et enfin, pour évaluer s'il est pertinent d'intervenir et comment, on peut regarder si le corps est déjà en train de se préparer à l'accouchement ou pas. Est-ce qu'il y a des contractions? Est-ce que le bébé est engagé? Est-ce qu'il est bas? Est-ce que le col a commencé à se modifier? S'il y a des signes qui montrent que la machine se met en route, cela peut vous redonner confiance dans le fait que ça va bientôt arriver. Cependant, il faut savoir que certaines femmes vont avoir des contractions plusieurs jours, voire semaines avant d'accoucher, alors que d'autres n'auront des contractions que le jour de l'accouchement. Idem pour le col.
Chez certaines femmes, il va commencer à se raccourcir, s'effacer, voire s'ouvrir plusieurs jours ou semaines avant l'accouchement, alors que chez d'autres, il va passer de fermé à dilatation complète en quelques heures. On peut donc avoir un col fermé à l'approche de sa date de terme et quand même accoucher par voie basse quelques jours après. Que vous choisissiez d'attendre ou que vous choisissiez de déclencher, c'est votre décision. Le rôle de votre praticien, c'est de vous partager tous les éléments pour que vous puissiez faire un choix concerté, informé et éclairé. Et si vous le souhaitez et que vous en avez les moyens, vous pouvez aussi demander un deuxième avis à un autre médecin pour évaluer vos options. Pour conclure, je dirais que de manière générale, mieux vaut ne pas secouer le manguier avant que la mangue soit prête à tomber. Bien sûr, il y a des situations où on n'a pas le choix. Mais si vous vous sentez bien et que bébé va bien, vous pouvez aussi choisir de lui faire confiance et de le laisser arriver quand il ou elle l'aura décidé. Après, je sais qu'en fin de grossesse, le temps peut paraître long et on est parfois pressé que ça en finisse. Mais vous pouvez aussi voir le verre à moitié plein et profiter de ces derniers moments seuls, ou pas seul si vous avez déjà un premier, mais en tout cas un peu moins occupé, pour vous occuper de vous, pour bouger, pour marcher, pour nager, pour faire du yoga, pour aller au cinéma, pour vous faire chouchouter au spa, pour prendre le temps de lire, de voir des amis, de profiter de votre mari ou chéri, avant d'être repris ou pris dans ce tumulte de la parentalité. Et mon dernier conseil, c'est peut-être d'arrêter de répondre au téléphone pour ne pas entendre toutes les 5 minutes les gens qui vous demandent en fin de grossesse « alors, toujours rien ?» Et c'est aussi ça l'intérêt de ne pas se focaliser sur une date de terme et de parler de période probable d'accouchement, c'est qu'on n'est pas obligé de dire exactement le jour où on est censé accoucher, mais donner plutôt une temporalité, ça permet aussi d'éviter trop de questions intrusives. Voilà un peu pour les grandes lignes de la compréhension de la date de terme et de comment ça marche et de qu'est-ce qui se passe si on la dépasse. Donc j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux cerner ce sujet, que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire ou en DM sur la page Instagram Tambali Podcast. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous répondre. À bientôt! Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.